Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et c'est la suite de votre rendez-vous en ce dimanche matin. Et rebonjour mon cher Thomas. Rebonjour Maxime. On vous retrouve pour aborder le sujet et les sujets nombreux ce matin dans Osez investir, le programme. Alors les 5 erreurs que tout le monde fait avec son budget, je vais vous les expliquer, comme ça vous pourrez peut-être les éviter. Et quelle est la situation du marché de l'immobilier neuf ? Que s'est-il passé depuis l'arrêt du fameux dispositif Pinel fin 2024, fin de l'année dernière ? Et est-ce qu'on peut encore faire du placement immobilier intéressant ? Pour en parler, nous sommes avec Pierre-Emmanuel Jus, qui est directeur délégué de Maslow, plateforme digitale de vente de logements. Il est avec nous en duplex de Lyon. Et nous sommes avec Guy Marty, qui lui est en plateau. C'est notre expert en gestion de patrimoine. Il va nous expliquer ce qu'est la fameuse dette française. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Mais avant de recevoir vos invités, mon cher Thomas, on va d'abord parler argent, notamment budget. On dit souvent qu'il faut savoir le gérer, mais en pratique, tout le monde fait les mêmes erreurs. Oui Maxime, il y en a 5 d'abord qui reviennent presque toujours. La première, c'est de ne pas suivre ses dépenses. Beaucoup se contentent d'ailleurs de regarder leur solde à la fin du mois, sauf qu'entre-temps, ils ont dépensé sans vraiment savoir où partait leur argent. Donc en réalité, on dépense un peu à volo, les yeux fermés ? Oui, malheureusement. Et la deuxième erreur, du coup, c'est confondre besoin et envie. On se dit, il me faut absolument ce nouveau téléphone, alors que c'est plutôt un achat plaisir, on va pas se mentir. Troisième erreur, ne pas prévoir d'épargne, même petite. Certains attendent d'avoir assez pour mettre de côté, sauf qu'il n'y a jamais de bon moment. Ça c'est sûr, et je me reconnais assez bien dans cette description. Vous voulez dire qu'il y a en plus 2 autres catégories, malheureusement, oui. 2 autres erreurs. Oui, la 4e erreur, sous-estimer les petites dépenses. Le café du matin, l'abonnement qu'on oublie, ça finit par peser lourd, même si ça fait plaisir. D'autant que la part des dépenses contraintes, logement, assurance, etc., ne cesse d'augmenter. Selon l'Observatoire des inégalités, en 2022, elle représentait 28% du revenu des ménages. Oui, mais c'est pas tout. C'était 13% dans les années 60. Et plus récemment, selon l'INSEE, cette part aurait continué à progresser, notamment à cause de la montée des coûts de l'énergie, des transports et des assurances, allant jusqu'à 38% en 2023. Et la 5e et dernière erreur, croire que gérer son budget, c'est se priver. Non, c'est au contraire se donner la liberté de choisir ce qu'on veut vraiment financer. Donc si je vous suis bien, mon cher Thomas, pour bien gérer son argent, d'abord il faut suivre ses dépenses, faire la différence, vous venez de le dire, entre les envies et les besoins, et surtout mettre de côté régulièrement, surveiller les petits frais et voir le budget comme un allié. Exactement Maxime, c'est la base pour retrouver un peu de sérénité avec son argent. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et votre invité, Thomas, nous sommes avec Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow. C'est la plateforme de vente 100% digitale et spécialisée dans l'investissement locatif, dans l'immobilier neuf et de l'ancien, récent, avec dans son portefeuille quand même plus de 15 000 logements. Absolument. Bonjour à vous, Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Thomas, bonjour à tous les deux. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Cette invitation, vous l'avez d'ailleurs délivrée l'année dernière à peu près au même moment, et j'avais envie de vous recevoir de nouveau pour faire justement le point 1 an après, alors qu'à l'époque, déjà l'ambiance était morose dans votre secteur d'activité. Tous les voyants étaient rouges, on l'avait déjà dit. On va revenir par le menu sur tous les points de votre domaine, mais avant toute chose, quelle est l'ambiance au moment où nous nous parlons ? Alors si on parle et se concentre sur le marché immobilier neuf, il reste évidemment difficile. On sait qu'aujourd'hui sur l'immobilier neuf, il y a 3 partenaires, 3 interlocuteurs importants. L'achat en bloc, le logement social, l'investisseur privé, celui qui va investir pour louer son logement, et la résidence principale. Et donc, les 2 premiers sont toujours en recul, que ce soit l'achat en bloc des organismes sociaux, l'investissement locatif, on reste dans une période qui est extrêmement compliquée avec des chiffres qui sont vraiment en berne, et tous les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Et puis le marché de la résidence principale qui lui reprend un petit peu des couleurs, mais on va dire sur un socle bas, mais qui reprend des couleurs notamment grâce à l'élargissement du prêt à taux zéro.
Est-ce qu'il y a assez de logements construits en France? C'est une question qui revient fréquemment. Les professionnels, généralement, sont vent debout par rapport aux gouvernements successifs qu'on peut rencontrer et disent il n'y a pas assez de logements, donc les Français ne peuvent pas se loger. Vous faites le même constat? Oui, bien sûr, la situation, elle est catastrophique. J'en veux pour preuve, moi, je dis toujours que les chiffres sont têtus. Là, le gouvernement a sorti un arrêté le 5 septembre qui estampille 250 nouvelles villes comme zone tendue. C'est-à-dire là où la demande est vraiment très supérieure à l'offre. Donc on a des villes comme Narbonne, Liévin, Dieppe, Pau qui n'étaient pas considérées comme zone tendue locative, d'accord. C'est même des villes sur lesquelles moi j'aurais pu vous déconseiller d'investir il y a 5 ans parce que pas assez de locataires. Et bien là aujourd'hui, on construit plus de logements. Donc même des villes qui n'étaient pas tendues le deviennent. Et puis pour ce qui est tous les secteurs à bassin d'emploi fort comme la région parisienne, la région Rhône-Alpes, là où je fais ce duplex aujourd'hui, sont dans des situations totalement catastrophiques par rapport aux besoins du logement. Et pas seulement les logements sociaux. On est à la rentrée. Les étudiants aujourd'hui sont dans des situations très difficiles pour se loger et pour tout simplement faire leurs études. Alors, je vous entends, vous dites qu'on ne construit pas assez. Et dans la même minute, on observe que les ventes ont du mal à se faire. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on va construire plus qu'on va vendre plus. Il faut de l'offre déjà, il faut de l'offre au bon prix. C'est mais il y a de l'offre quand même. C'est-à-dire que voilà, donc c'est aussi ça. Il y a des contraintes techniques et réglementaires aujourd'hui qui font que quand vous construisez des logements, eh bien ça coûte cher. Le prix du foncier coûte cher, donc il faut aussi libérer du foncier. Il faut que les mairies jouent le jeu sur le fait de pouvoir avoir des plans d'investissement qui soient larges pour de créer de nouvelles zones pour pouvoir construire tout simplement des logements. Et puis quand vous déposez un permis de construire, le maire peut vous demander de construire des T3, des T4 pour loger des familles ou des familles recomposées sur des T5, mais vous avez un prix psychologique qui est aussi important. Et pour ce qui est de l'investisseur locatif, on sait que les taux de crédit sont quand même l'alpha et l'oméga de son budget d'investissement. Donc on le sait, les taux sont passés de 1 à 4 en 12 mois en 2023. Là, ça s'est assagi, on est aux alentours de 3%, 3,50, ça c'est le cadre de jeu, mais ça veut dire que le budget d'investissement aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 200 000 euros et en dessous. Donc si vous sortez des logements à 400 000 euros, eh bien il y a moins d'acquéreurs potentiels tout simplement. Alors nous, ce qui nous intéresse dans Oser Investir, c'est surtout la notion de placement. Le dispositif Pinel a disparu fin 2024. Bon, il n'a pas été en tant que tel remplacé, très clairement. Vous aviez plaidé d'ailleurs l'année dernière au micro d'Oser Investir sur Sud Radio pour qu'une solution soit trouvée. Globalement, pardon de vous le dire, mais vous, au même titre que les autres professionnels, vous n'avez pas été entendu par les gouvernements de l'époque. Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est considéré l'investisseur locatif comme quelqu'un de privilégié. Et donc, voilà, on a arrêté d'encourager fiscalement l'investissement locatif dans le neuf. Alors après, les chiffres, ils sont importants, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il faut 3 interlocuteurs autour de la table. Donc le dispositif Pinel, il a démarré en 2014. Donc entre 2015 et 2022, eh bien, on vendait entre 100 et 130 000 logements dans le neuf, et 45 à 50% des ventes, c'était la loi Pinel. Donc le top, c'est 70 000 ventes en 2017. Alors certes, la loi Pinel s'est arrêtée le 1er janvier 2025, mais en fait, la crise, elle date d'avant, elle date de 2023 et l'explosion des taux, puisque en 2023, on a construit 65 000 logements, il y avait déjà plus que 23 000 Pinel. Donc en fait, c'est pas l'arrêt du dispositif qui a fait le stop complet. C'est que la crise du logement, la crise immobilière que l'on a vécue, fait que ça a eu des conséquences importantes sur l'immobilier neuf et sur l'investisseur locatif. L'investisseur locatif, ce qu'il veut, c'est de la lisibilité, de la rentabilité. Donc aujourd'hui, on enlève un avantage fiscal, on lui met de l'encadrement des loyers, on lui bloque la revalorisation de ses loyers quand l'inflation est plus élevée, et donc ça décourage un peu l'investisseur. Pourtant, il existe des dispositifs. Alors justement, je vous interromps, pardon, mais vous faites un constat implacable sur justement la situation actuelle. Qu'est-ce qui est arrivé sur le marché de l'investisseur pour qu'il puisse justement se dire, je peux quand même aujourd'hui, il n'y a plus le Pinel, mais je peux quand même investir. Quelles sont les solutions qui s'offrent à lui? Alors déjà, il y en a plusieurs et qui sont méconnues. Oui. Déjà, vous avez, on peut parler de l'encouragement sur l'investissement locatif qui s'appelle le LLI. Donc, c'était un dispositif qui existait uniquement pour les institutionnels. Alors, je précise pour nos auditeurs que le LLI, ça veut dire logement locatif intermédiaire.
Voilà. Exactement. Donc c'était réservé aux institutionnels auparavant. On appelait ça d'ailleurs le Pinel des institutionnels. Et donc depuis l'année dernière, le particulier peut prétendre à investir dans ce type de dispositif. Il y a une contrainte réglementaire, c'est qu'il doit acheter au travers d'une structure, d'une SCI. Donc ça peut paraître compliqué, mais aujourd'hui tout le monde arrive à packager avec des conseils. Nous, chez Maslow, évidemment, on a un cabinet notarial qui crée les structures de la SCI. Voilà, ça coûte 1000 € et vous avez votre structure. Monsieur et Madame Dupont, hier, acheté un appartement en Pinel au nom de monsieur et madame Dupont, et bien aujourd'hui, on l'a acheté au titre de la SCI Dupont, tout simplement. C'est transparent fiscalement. Il se passe rien. Le seul qui peut se retrouver dans une situation délicate, c'est le célibataire qui voudrait investir tout seul, puisque lorsqu'on crée une SCI, on doit forcément être deux. Donc, vaut mieux avoir un enfant, un petit frère, une grande sœur, un super copain pour pouvoir le faire. Pierre-Emmanuel Jus, rapidement, en dehors du LLI, il y a autre chose ? Oui, moi je pense qu'on oublie que les droits de donation ont été doublés. Aujourd'hui, quand on donne de l'argent, vous avez un spécialiste sur le plateau, on a le droit de donner à ses enfants 100 000 € par enfant, par parent. Et donc, les droits de donation, aujourd'hui, les parents, les grands-parents ont le droit de donner jusqu'à 300 000 € à celui qui reçoit l'argent s'il investit dans le neuf et que le locataire en fait ça et qu'il investit dans le neuf pour y habiter, ou s'il investit dans le neuf et que le locataire, c'est sa résidence principale. Donc aujourd'hui, l'argent, il dort sur des comptes bancaires. Vous parlez toutes les semaines de l'épargne qui augmente des Français. Donc traditionnellement, des gens qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus d'argent que ceux qui en ont 25. Donc aujourd'hui, donner de son vivant et réinvestir son argent dans le neuf, par exemple, c'est aussi une très bonne solution. Alors en un mot, Pierre-Emmanuel Jus, pour terminer notre entretien, un nouveau gouvernement devrait voir le jour prochainement. On attend tous la nomination. Nous l'espérons d'ailleurs d'un ministre de plein droit du logement. C'est pas toujours le cas. Vous attendez quoi en matière d'immobilier de ce ministre ou de cette ministre ? Ça fait 2 ans que toute la profession travaille sur ce qu'on appelle le statut du bailleur privé. Oui. Il y a un consensus, que ce soit dans le neuf et dans l'ancien, pour donner un vrai statut aux gens qui logent tout simplement les Français, parce que sinon, il faut que l'État construise des logements, et sauf erreur de ma part, l'État n'a plus trop les moyens de le faire. Donc on a besoin de l'investisseur privé aujourd'hui pour le faire. Ça fait 2 ans qu'il y a consensus pour sortir un dispositif qui donne de la lisibilité dans le temps à l'investisseur, qui lui reconnaisse un véritable statut, qui lui permettrait en gros de ne pas payer d'impôts sur les loyers qu'il pourrait percevoir, donc d'améliorer la rentabilité, et puis avec des encouragements si je respecte des plafonds de ressources, si je respecte des plafonds de loyer, si j'investis dans un logement qui est énergétiquement performant, il y aurait des bonus qui vont dans le sens et de la société et de l'environnement. Donc on espère que ça ne sera pas enterré et que ça arrivera rapidement. Donc vous attendez effectivement qu'il se repenche sur ce fameux statut. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Jus d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur délégué de la plateforme de vente immobilière Maslow. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Dernière partie de ce rendez-vous, mon cher Thomas. Nous sommes avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Et vous allez, Thomas, avec Guy, nous parler de la fameuse dette française. Et Dieu sait qu'on en parle énormément ces derniers temps. C'est à peine d'actualité, mon cher Maxime, au moment où on se parle. Mais bon, moi, je connais Guy, et il est capable de nous en parler sans évoquer la politique. On est bien d'accord, Guy, parce absolument, que c'est bien Thomas. De parler sous l'angle économique. Je n'ai pas le droit. La dette française, c'est la dette publique. Autrement dit, l'État. Oui. Plus les entreprises qui dépendent de l'État, comme la SNCF ou la RATP, plus les collectivités locales. C'est donc ce qu'on appelle le secteur public. Le problème, c'est que le mot public est à la fois fourre-tout et trompeur. En quoi est-il réellement ce que vous en dites ? Alors, quand on parle des services publics, ce sont les services qui bénéficient au public, et là, ça veut dire nous tous. La santé, l'éducation, la police, etc. Mais c'est une partie seulement de ce qu'on appelle le secteur public. Ou alors, tout artiste a son public. Raymond Devos disait que la grande différence entre les artistes et les politiques, c'est que le public paye volontairement pour aller voir les artistes. Et puis quand on parle de l'opinion publique, c'est pas l'opinion des fonctionnaires, c'est celle de la plupart d'entre nous. Bon, et quand on parle du déficit public, justement ? Alors là, j'ai une proposition. Allez-y. C'est qu'on se souvienne que le mot public
en anglais, veut dire coté en bourse. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Et voilà, une entreprise en bourse, soit elle équilibre ses comptes, soit elle meurt. Il y a dans toute entreprise un financier, un homme ou une femme absolument féroce, dont la première qualité est de savoir dire non face aux dépenses. Curieusement, ce poste n'est pas dans l'organigramme de notre fonction publique. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. C'est une sûr. idée. Merci Guy. Merci Guy Marty, merci beaucoup. Et à dimanche prochain. À dimanche. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.